Bonjour à tous. Arnaud, je te passe la parole 2 minutes et après on laissera Nico. Écoute, juste un petit mot d'introduction, hein, bienvenue à tous. C'est un sujet on a pas mal de demandes, hein, sur le sujet des groupements d'employeurs, qui est un vrai levier, hein, pour pouvoir lever le frein, notamment du premier emploi. Donc c'est un plaisir d'avoir la Fédération Profession Sport et Loisirs avec nous pour qu'on en sache un peu plus et qu'on puisse un peu rentrer dans le détail. Bien évidemment, c'est un webinaire qui est enregistré, donc qui sera aussi sur notre plateforme et qui pourra être consulté par tous vos clubs quand il y a des fédérations ou en tout cas toutes vos parties prenantes. Et donc voilà, un nouveau webinaire qui, j'espère, répondra à vos questions et vous permettra de vous engager, notamment pour le coup là, en matière d'emploi. Voilà, juste pour vous rappeler, hein, donc on est toujours sur l'étude des dossiers impact. On a lancé le nouvel appel à projet avec la Fédération nationale des caisses d'épargne. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site internet, les clubs sportifs engagés pour les prochains webinaires et puis les actions que vous pouvez mener. Voilà, ça c'est l'appel à projet. Encore une fois, il y a tout sur notre site internet, hein, que je vais remettre. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, je vais remettre aussi dans le chat. Et voilà, je te passe la parole, Nicolas, et je te passe la main surtout pour présenter si tu veux mettre des slides. Ok, bien, merci beaucoup. Merci Héloïse, merci Arnaud de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de prendre ce temps avec vous pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui sont les groupements d'employeurs. Un sujet que l'on essaye qu'il soit le plus connu possible, mais qui malheureusement est encore souvent méconnu, ou sur lesquels en tout cas il y a parfois des contre-vérités. On va essayer d'enlever un certain nombre. On est 3 présents aujourd'hui, je vais vous présenter nos 2 collègues qui sont avec moi et qui se représenteront évidemment plus longuement. Erwan Lecor, qui est en train de se déplacer, dont l'image est fluctuante, mais ça va se calmer, qui est éducateur sportif avec nous dans un groupement d'employeurs depuis de nombreuses années et qui connaît parfaitement le fonctionnement des groupements d'employeurs et comment, en tant que professionnel, on peut utiliser cet outil. Donc, il présentera tout à l'heure son à côté de moi, Ludovic Leray, qui lui est directeur du groupement d'employeurs Poitou-Charentes, qui œuvre sur 3 départements du Poitou-Charentes, hein, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne. Pour la petite histoire, hein, les groupements d'employeurs, les associations PSL étaient des associations départementales, mais c'était il y a 30 ans, 35 ans maintenant. Et les représentations géographiques ont un petit peu. Donc aujourd'hui, on a des groupements d'employeurs qui couvrent parfois plusieurs départements. Donc Ludovic vous présentera très concrètement ce que c'est un groupement d'employeurs au quotidien et pourra évidemment répondre à toutes vos questions. Et puis moi, je suis Nicolas Vermont, je suis le président de PSL Poitou-Charentes depuis quelques années maintenant. Donc voilà, en tant qu'élu d'un groupement d'employeurs en Poitou-Charentes, mais je suis aussi le délégué général de la Fédération nationale, on va dire. Et à ce titre-là, on a un certain nombre de groupements d'employeurs dans le réseau. Alors, je vais vous partager un document de présentation assez rapide de notre réseau. Vous me confirmez, si vous voulez bien, Héloïse ou Arnaud, qu'il est bien en ligne. Oui, c'est bon. C'est bon de ce côté-là. Je vais essayer de le mettre affiche, en écran pour qu'il soit plus lisible. Est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, top. Voilà, alors c'est un document on a recyclé un document qui va nous servir pour l'Assemblée générale en plus succinct. C'est pour ça qu'il est marqué au titre de l'Assemblée générale, mais on va surtout rentrer dans les détails. Voilà. Alors, quelques mots sur le réseau PSL en quelques chiffres. Aujourd'hui, le réseau PSL, c'est 98 associations à profession sport loisirs, dont 57 groupements d'employeurs EGEC, et puis ce qui correspond classiquement au mouvement sportif, c'est-à-dire des associations régionales pour nous, qui sont des ligues souvent dans le mouvement sportif.
cette association régionale. Alors, pourquoi 57 groupements d'employeurs et le GEC? Et on aura l'occasion de dire 2-3 petits mots sur les GEC, les groupements d'employeurs d'insertion et de qualification, qui sont un nouvel dispositif, un nouvel outil dans notre réseau. Historiquement, les associations profession sport loisirs étaient des associations loi 1901 classiques. Le réseau profession sport loisirs s'est monté de cette façon-là. Et une des fonctions premières de la mise des associations profession sport loisirs, c'était de faire de la mise à disposition de personnel. Et en fait, la mise à disposition de personnel dans le cadre d'une association profession sport loisirs, c'est un cadre légal qui n'est pas adapté. Et le cadre légal le plus adapté, c'est le cadre des groupements d'employés. Donc le réseau profession sport loisirs a petit à petit, au fil des années, notamment à partir des années 2002, 2003, 2004, a créé des groupements d'employeurs pour se mettre en conformité avec la loi. Mais souvent, on a gardé les associations profession sport loisirs à côté pour d'autres fonctions. Alors, certains les utilisent pour le CRIF, certains les utilisent pour un autre service du réseau qui sont la paie et la gestion salariale, enfin, pour différents services. Mais on se retrouve donc avec des associations, loi 1901 classique, dite profession sport loisirs, et des groupements d'employeurs profession sport loisirs qui sont à côté. Et puis, depuis très peu de temps, 2 ans maintenant, des groupements d'employeurs d'insertion et de qualification. Globalement, on reviendra sur l'ensemble de ces statuts, mais vous voyez que ça représente à peu près au niveau réseau national un peu plus de 30 000 emplois qui se séparent entre 2 grands services. Un service qui est un service de paye et de gestion salariale, là que certains d'entre vous connaissent peut-être, sur lequel on fait la paye pour le compte de tiers, c'est-à-dire on fait la paye d'un certain nombre de clubs associatifs. On n'est pas l'employeur, mais par contre on leur fait la paye, ça représente à peu près 21 500 emplois. Et puis, il y a ces fameux emplois qui sont dits mis à disposition, qui sont gérés par les groupements d'employeurs. C'est à peu près 9 000, alors ça se situe, là on a 8 700 sur l'année, presque 8 800 sur l'année 2023, qui sont les emplois qu'on dit mis à disposition, donc gérés par les groupements d'employeurs, qui sont donc des emplois qui sont employeurs principaux et groupements d'employeurs et qui sont mis à disposition des clubs. On rentrera dans les détails. Et puis, vous voyez que à peu près, ça représente en gros à peu près 15 000 structures adhérentes. Un deuxième petit graphique sur le nombre d'adhérents qui explose là en 2023, notamment lié à l'arrivée des jeunes et de nouveaux groupements d'employeurs. Mais c'était vous montrer un petit peu l'arrivée des groupements d'employeurs dans le réseau PSL. Vous voyez, à partir de 2014, ça commence là sur le graphique en 2014, on aurait pu le remonter un peu. On a une montée en puissance petit à petit des groupements d'employeurs. Le réseau PSL crée de plus en plus de groupements d'employeurs pour faire de la mise à disposition de personnel et remplacer les associations historiques qui, elles, en contrepartie, stagnent, voire diminuent sur les dernières années. Et puis, la nouveauté de cette année, en bleu ciel, des GEC, qui est une forme de groupement d'employeurs un tout petit peu différent. On rentrera sur ces aspects très concrets après. Pour continuer la présentation en quelques mots, sur les grandes missions du réseau profession sport loisirs, en résumé, c'est faire de la promotion des métiers. Voilà, donc puisqu'on travaille sur les questions d'emploi, évidemment, il faut informer à la fois les employeurs et à la fois les salariés ou les futurs salariés, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les lycéens sur les métiers du sport. Et vous savez que les métiers du sport sont des métiers réglementés avec énormément de diplômes, c'est assez compliqué, etc. Donc, on utilise un outil qui s'appelle métiersdusport.fr, qui est à la fois en ligne et à la fois sous format papier, qui présente, que je vous invite à aller découvrir si vous le souhaitez après, des fiches formation et des fiches métiers. Vous voyez, on a un certain nombre de visiteurs, puisque sur l'année 2023, on a eu 6600 visiteurs, mais on a cet outil-là qui nous permet, dans un certain nombre de salons, etc., de présenter les fiches métiers avec des petites vidéos métiers qui vieillissent plus ou moins, mais en tout cas sur lesquels des éducateurs sportifs, d'ailleurs, Erwan en fait partie, ont présenté leur métier. Et puis on a aussi, et c'est important pour nous, parce que si on veut travailler sur les problématiques d'emploi, évidemment, il faut pouvoir faire la connexion entre l'offre et la demande. Donc depuis de nombreuses années, on utilise un outil de bourse d'emploi spécialisé qui s'appelle le Sport Recrute, qui est un outil accessible en ligne, qui est un outil gratuit, qui est un outil qui est connecté avec France Travail. Donc, quand je dis connecté, ça veut dire que toutes les offres liées au secteur du sport qui sont à PSL basculent tous les jours sur le site de France Travail, et toutes les offres du secteur sport et animation, en fonction d'un certain nombre de codes de France Travail, basculent aussi vers le site PSL. Et vous voyez que c'est logique. France Travail est bien plus connu que PSL
au niveau national. Et évidemment, une grande partie des offres émanent de France Travail, mais l'objectif pour nous, c'était qu'il y ait un outil qui recense autant que faire se peut, autant d'offres d'emploi liées au secteur du sport et de l'animation. Et on travaille régulièrement avec des fédérations. On vient de signer une convention avec la Fédé de judo, par exemple, qui maintenant va déposer sur le sport recrute l'ensemble de ses offres. Et on a plusieurs conventions comme ça qui sont en cours de signature avec des fédérations. L'objectif pour nous, c'est pas d'avoir le maximum d'offres, etc., mais c'est que n'importe quel éducateur sportif, de la façon la plus simple possible, puisse avoir accès au maximum d'offres au niveau national et avoir une représentation au niveau national s'il souhaite changer de département ou se former ou continuer se structurer. Juste encore un mot sur le sport recrute. Voilà, on travaille avec des référents locaux parce que vous savez que il y a des règles. Et nos collègues de France Travail pourraient le rappeler. Il y a des règles pour déposer des offres. Et donc, on a des référents territoriaux qui peuvent accompagner les recruteurs pour bien structurer leur offre, bien structurer le profil, bien adapter le bon diplôme à la recherche, etc. Et donc, voilà, les petits graphiques sont en ligne également. Voilà, une présentation, répartition territoriale du nombre d'offres. Malheureusement, on a encore de la marge de progression là-dessus. Et puis, revenir concrètement sur voilà, nos outils. Donc ici, on vous représente très facile à la fois nos deux grands outils qui sont les groupements d'employeurs et le service de paye et de gestion salariale, avec les 30 000 emplois gérés. Et puis, aujourd'hui, les groupements d'employeurs du réseau PSL, c'est 44 groupements d'employeurs non marchands, 2 groupements d'employeurs marchands. Il faut savoir que même si aujourd'hui il y a une forme de mixité fiscale, on essaye de dissocier, nous, les secteurs qui sont assujettis à la TVA, les secteurs non assujettis à la TVA, donc c'est plus simple en termes de gestion. Donc on a dit des groupements d'employeurs dits non marchands, donc non assujettis à la TVA, et donc qui ne travaillent qu'avec des structures non marchandes, donc associatives ou collectivités territoriales, et des groupements d'employeurs marchands qui travaillent avec le secteur marchand, les clubs sportifs qui sont assujettis, comme les salles de sport, etc. Et puis, depuis peu, des 11 groupements d'employeurs d'insertion et de qualification. Vous voyez la progression encore. D'ailleurs, il y a une petite erreur, parce que ce n'est pas 2022 qui devrait être là, ça devrait être 2023. Progression encore. Et puis, plus récent chez nous, un réseau de GEC que l'on a voulu régional, parce que voilà, là, c'est un outil qui nous permet de faire de l'insertion professionnelle des jeunes, mais quand on travaille sur l'insertion professionnelle, on travaille sur de toutes petites cohortes. Et donc, voilà, c'était compliqué de créer un GEC par département, ça n'aurait pas eu de sens. Donc, on travaille sur des GEC régionaux, antennes départementales. Vous voyez, par exemple, sur le GEC, aujourd'hui, on a 3 antennes départementales avec des cohortes spécifiques, une à La Rochelle, une à Poitiers, une à Bordeaux, et on va continuer à développer ce réseau de GEC qui sont vraiment liés à l'insertion et à la qualification. Ludo le représentera peut-être après, je lui en dis juste un mot. Dans les groupements d'employeurs, on peut signer des contrats à durée indéterminée, faire toute sa carrière, qui sont diplômés, même si ça arrive de signer des contrats d'apprentissage sur les groupements d'employeurs. Dans le cadre des GEC, on est sur un public très spécifique, c'est-à-dire un public qui est orienté soit par France Travail, soit par les missions locales, et puis qui sont en direction d'un public qui est en difficulté d'insertion professionnelle et qui souvent n'a pas de formation dans le secteur. Donc là, on signe des contrats à durée déterminée pour la période de la formation. Et après, ils peuvent basculer pour continuer leur carrière. Voilà sur l'introduction générale. Si vous voulez, on va rentrer maintenant dans le fonctionnement. Je vais donner la parole à Ludo et dans le fonctionnement spécifique d'un groupement d'employés. Bonjour à tous. Voilà, ce que je vous propose, c'est de regarder voilà, ce petit schéma là qui explique plutôt bien comment fonctionne un groupement d'employeurs. Alors, on peut peut-être se poser la question d'abord pourquoi avoir développé tous ces groupements d'employeurs. En fait, ça tient d'un constat qui date pas d'aujourd'hui, hein, c'est que ces métiers-là sont souvent précaires, et cette précarité, bien souvent, elle est induite par les besoins des employeurs qui sont à temps partiel, et puis parfois aussi par la saisonnalité de ces emplois-là. Donc la réponse, ça a été d'organiser le partage du temps de travail. Et pour organiser le partage du temps de travail, l'outil juridiquement qui est le plus intéressant, en tout cas le plus verrouillé sur le plan juridique, c'est le groupement d'employeurs. Alors, le groupement d'employeurs, d'abord, d'ailleurs, qui porte assez mal son nom, puisqu'en l'occurrence, ça ne regroupe pas des employeurs, puisque les structures qui vont adhérer
groupements d'employeurs ne sont pas considérés comme des employeurs, mais on parle plutôt, nous, dans notre jargon, de structure utilisatrice. Donc si on regarde voilà, sur la droite du schéma, on a donc le groupement d'employeurs qui va signer un contrat de travail avec le salarié et puis qui va assurer toute la gestion RH derrière, donc qui est symbolisée ici par le bulletin de salaire, mais bien sûr il y a tout ce qui va autour. Ce salarié, il va pouvoir accomplir ses missions au sein des adhérents du groupement d'employeurs. Donc là, en l'occurrence, on est parti sur l'exemple d'un groupement d'employeurs non marchands, donc on est plutôt sur des associations, des collectivités, mais comme Nicolas le disait, ça peut être aussi des entreprises. Et puis en parallèle, le groupement d'employeurs, il va éditer une convention de mise à disposition avec chacun des adhérents, ces adhérents qui vont se partager les compétences de ce salarié. Donc tout l'enjeu, en fait, ou même peut-être la difficulté des groupements d'employeurs, ça va être d'organiser ce partage du temps de travail et notamment de mettre en place un planning commun qui va respecter toute la réglementation, y compris on applique la Convention collective nationale du sport. Donc on est attentif en premier lieu à ne pas dépasser les durées maximales journalières, hebdomadaires, les amplitudes maximales, etc. Et puis bien sûr, du coup voilà, tout ça a un coût bien sûr. Donc on a ici bien sûr on précise qu'on va éditer une facture tous les mois. Donc, dans le fonctionnement, nous par exemple si on recrute un salarié au 1er septembre, ce salarié va recevoir sa paye et son bulletin à la fin du mois de septembre et 15 jours après, grosso modo, donc mi-octobre, on va éditer une facturation qui va reprendre le salaire brut, les charges patronales et nos frais de gestion qui vont pouvoir, ces frais de gestion qui vont pouvoir nous permettre de couvrir tous nos frais de fonctionnement. Voilà, donc ça a plusieurs avantages. L'avantage qui paraît évident du coup, c'est que nos adhérents ils vont pouvoir avoir les compétences d'un salarié très souvent formé, comme le disait Nicolas, y compris sur du temps partiel. Voilà, pour recruter sur du temps plein, bon, ça serait plutôt compliqué. Et puis ils vont pouvoir déléguer toute la gestion administrative. Donc en gros, très concrètement, pour nos adhérents, ils ont une convention de mise à disposition à signer au début de l'année. Et puis ensuite, ils vont pouvoir se concentrer sur leur propre mission de dirigeant, c'est-à-dire faire vivre le projet associatif et puis suivre au quotidien leurs salariés. Donc ça, c'est important qu'il y ait une bonne communication. On va dire que c'est un facteur clé de succès pour le groupement d'employeurs, c'est-à-dire que ça communique bien entre les dirigeants et le groupement d'employeurs pour qu'on soit bien informé chaque fois qu'il y a des difficultés pour pouvoir intervenir lorsqu'il est encore temps. Voilà. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer la main à notre salarié préféré, qui en fait plus nous a répondu présent très gentiment, parce que là, je crois savoir qu'il a une lombalgie féroce, mais vous voyez que ça ne l'empêchait pas de bouger tout à l'heure. Donc Erwan, je te passe la main peut-être pour que tu nous dises un peu ton retour d'expérience et puis comment tu vis, toi, d'être salarié d'un groupement d'employeurs. Est-ce que ça a pu t'apporter dans ta carrière professionnelle? On arrête le partage, le temps de voir Erwan. Ouais. Vous m'entendez ou pas? Très bien. Tout le monde m'entend? Ouais. Ok. Ça m'a apporté de rentrer finalement dans le métier. Moi, quand je suis arrivé à La Rochelle, j'étais pas prêt. Enfin, je me destinais pas spécialement à devenir éducateur sportif. Je terminais une carrière de sportif de haut niveau en course à pied. J'avais fait STAPS en passant, voilà, j'avais quand même une licence STAPS et j'avais fait tout en menant ma carrière. Et puis ma femme s'est trouvée mutée dans la région et donc il a fallu que je trouve du boulot. Et à l'époque, je me suis adressé à Profession Sport. Je me suis d'abord adressé à la NPE et il y a quelqu'un qui était au courant à la NPE qui m'a dit non, mais le mieux c'est que tu ailles voir une assoce qui s'appelle Profession Sport et Loisirs. Et là, qui m'ont accueilli, ils m'ont dit oui, bien sûr, tu as une licence d'éducation physique, tu as des compétences qui nous intéressent, on a des offres d'emploi en face, voilà, tiens, je te propose ça. Et effectivement, au début, c'était 2 heures à droite, 3 heures à gauche, 4 heures ici, donc c'était des petits volumes horaires. Mais ça m'a tout de suite permis de mettre le pied dans le métier, de me constituer une expérience professionnelle.
rapidement. Et puis, après, il y a toute la facilité de gestion, quoi. C'est-à-dire que moi, je fonctionne comme n'importe quel salarié. C'est-à-dire que vous m'entendez? Ouais. Ouais. Oui, c'est parfait. Ah ouais. Je fonctionne comme n'importe quel salarié. C'est-à-dire que j'ai un employeur, c'est le groupement. Et puis après, je suis mis à disposition des structures qui me font travailler concrètement. Voilà. Et j'ai une seule fiche de paye à la fin du mois. J'ai connu des époques au tout début que je travaillais où je pouvais avoir 4, 5, 6 fiches de paye à la fin du mois. Donc bien que quand vous allez voir votre banquier pour négocier un crédit et que qui vous demande vos 3 derniers bulletins de salaire et que vous débarquez avec 15 fiches de paye, il vous regarde un peu comme un extraterrestre, voilà. Donc c'est des détails, mais c'est des choses importantes. Voilà, c'est des choses importantes parce que dans la vie concrète, c'est important. Donc j'ai un employeur, j'ai une fiche de paye. Voilà. Quand je vais voir ma banque pour négocier un crédit, que ce soit pour une bagnole ou pour acheter un appartement, voilà, j'ai le profil d'un salarié lambda. Voilà. Et ça, c'est quand même très important vis-à-vis notamment de ces partenaires-là, hein, notamment vis-à-vis des banques, etc., vis-à-vis des assurances, c'est assez important. Qu'est-ce que ça m'a donné d'autre? Erwan, une question le temps que tu enchaînes. Ça fait combien d'années que tu es salarié de PSL? Tu es en CDI? C'est quoi les structures sur lesquelles tu interviens en grande masse pour avoir une présentation? Ça fait 21 ans que je suis salarié chez PSL. Et là, depuis quelques années, globalement, le gros de mon travail, c'est la gym d'entretien pour des seniors. Donc, avec une assoce qui s'appelle la 2F Open. Donc là, c'est 5 heures par semaine. J'ai de la gym aussi et de la course loisir pour le conseil départemental de Charente-Maritime. Ça, c'est encore 3 ou 4 heures par semaine. J'ai du badminton loisir pour une association rochelaise qui s'appelle l'Éplar, une vieille association rochelaise. Et en ce moment, c'est les seules activités d'animation que je fais. Mais j'en ai eu plus, hein. J'ai eu jusqu'à entre 15 et 20 heures d'activité d'animation face à face pédagogique, face à face public, via Profession Sport. Mais là, c'est vrai que j'ai réduit un peu parce que parallèlement à ça, je suis devenu aussi formateur pour Profession Sport et Loisirs. Et là, du coup, j'ai des missions de formation qui mobilisent pas mal d'heures dans ma semaine. De faire des choix. Voilà, faire des choix entre. Je peux pas tout faire. Je peux pas me démultiplier. Donc voilà. Donc la formation, là maintenant, ça me prend quand même, ça occupe quand même beaucoup d'heures globalement sur l'année. Alors c'est annualisé parce qu'il y a des périodes qui sont plus chargées que d'autres, mais globalement sur l'année, ça représente un gros volume horaire. Voilà. D'autres questions? Non, mais du coup, peut-être juste tu le subis un peu, mais c'est quand même une belle évolution de carrière aussi d'arriver sur un poste de formateur maintenant. Ouais, pour moi, la formation, c'était c'était une super opportunité en fait, parce que sinon, c'est vrai que j'aime le terrain. C'est vrai que je l'ai souvent dit, j'aime le terrain, j'aime l'animation, j'aime avoir un pied dans le terrain. Mais bon, au bout de 20 ans, on a fait le tour de la question. Alors même si on n'est pas toujours dans les mêmes assos, parce que moi, c'est vrai que souvent, il y a une espèce de lassitude réciproque de ma part et de la part des associations qui m'emploient. Donc, souvent, au bout de quelques années, hop, j'ai une opportunité d'aller travailler ailleurs. Donc, je lâche une assoce pour aller travailler dans une autre. Et je trouve que c'est assez sain parce que ça crée un espèce de turnover aussi dans la sauce. C'est bon aussi pour l'association, c'est bon aussi pour les adhérents, c'est bon aussi pour la structure en elle-même. Et puis, mais bon, même avec ces petits changements-là qui surviennent au fil de la carrière, au bout d'un moment, je ferai toujours la même chose. Donc, effectivement, la formation, ça a été une super opportunité de changer de carrière, enfin, changer de métier et puis de transmettre mon expérience.
transmettre ce que je sais faire, ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Moi, c'est ça qui me branche le plus en fait dans la formation. Peut-être une précision aussi pour faire le lien avec notre thématique aujourd'hui. Erwan, de temps en temps, quand il a le temps, on le mobilise aussi sur des actions de remobilisation. On peut avoir des opérations comme ça avec des partenaires du type de la mission locale. Et du coup, forcément, on est plutôt nous friands d'aller chercher ces compétences-là, puisque en termes d'encadrement de public avec des spécificités, ben voilà, Erwan, il a des cartes en main pour pouvoir encadrer ce type d'opération. Alors, ça, c'est plutôt précieux. voilà, je voulais apporter quelques précisions quand même. L'intérêt aussi du groupement d'employeurs pour le salarié, c'est que si vous êtes salarié de 3, 4, 5 structures associatives différentes, enfin structures différentes, il y a tout un tas de choses qui vont être très compliquées. Je pense par exemple, là je suis concerné en ce moment, quand vous êtes en arrêt maladie. Vous êtes en arrêt maladie, alors une semaine ça va, si c'est 2 semaines, 3 semaines, voilà, si c'est un gros truc, si c'est un gros pépin, si c'est long, et les structures associatives pour trouver un remplaçant, ça va être extrêmement compliqué. Via le groupement d'employeurs, d'abord vous êtes sécurisé parce que vous êtes tranquille, vous pouvez tranquillement vous réparer tranquillement, vous avez le temps, vous n'avez pas de pression. Et vous savez que derrière, le remplacement va être assuré par le groupement. Donc, qu'il y aura une continuité dans l'activité, que ça ne va pas créer un problème au niveau de la structure. Voilà. Ça, c'est un truc. Ça m'a permis quand même de faire de la formation, ce qui aurait sans doute été plus compliqué si j'avais eu, comme je le disais, si j'avais eu 3 ou 4 employeurs différents. C'est plus difficile. C'est plus difficile de dire je vais bloquer une semaine pour partir en formation. Là, si on me propose des formations ou si je demande une formation, je fais en sorte que ça se passe le mieux possible pour les structures pour lesquelles je travaille. Mais s'il y a une semaine de formation, j'ai passé mon brevet d'État par exemple en 2006. J'ai passé un brevet d'État. Il y avait 3 ou 4 semaines de formation dans l'année. J'ai été détaché pendant ces 4 semaines de formation. Et puis, ils m'ont remplacé le temps que j'étais pas là et le groupement m'a remplacé. Voilà. Ils m'ont trouvé un remplaçant pour travailler à ma place. Voilà. Il y a ça, il y a des choses comme des petits détails, mais moi j'ai 2 enfants, donc mes congés de paternité. Les congés paternité, si j'avais eu 5 employeurs différents, négocier à l'époque c'était 11 jours, à l'époque je crois que c'était 11 jours ou 15 jours de congés paternité, ça aurait été extrêmement compliqué. Voilà, moi j'ai passé un coup de fil, j'ai dit voilà, je viens d'avoir un enfant, je voudrais prendre mes congés paternité, oui, pas de problème, tu les prends et puis nous on gère derrière. Donc ça c'est quand même un confort pour le salarié. Voilà. Il y a quelques questions, peut-être, on peut peut-être faire une petite pause et puis prendre quelques questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud, et puis après, Ludo voulait reprendre la main pour représenter les groupements d'employeurs d'insertion et de qualification. Pose question. Ouais, on va laisser la main peut-être à Barthélémy. Je voulais peut-être juste en préambule dire, il y a aussi d'autres intérêts qui sont des intérêts d'acquérir des compétences, puisque plus on a de postes différents et d'employeurs, plus on acquiert aussi des compétences transversales, plus on se crée de l'expérience. Donc, c'est aussi des atouts qui sont pas négligeables. Barthélémy, Ma question, elle est pour Erwan. tu peux peut-être juste te présenter Barthélémy, ton père, qu'on puisse bien situer. Alors, Barthélémy Tuamkwam, je suis chargé de développement profession sport et loisirs francilien. Donc, ma question, elle est pour Erwan. Profession sport et loisirs accompagne aussi ses salariés dans les périodes de crise. Il y a eu récemment le Covid. Comment est-ce que vous avez été accompagné par profession sport et loisirs pendant cette période? Je pense exactement comme tous les salariés pendant la période du Covid, c'est-à-dire que pendant la période notamment du lockdown, là, où il y a eu 2 mois on a été 2 mois sans pouvoir sortir. Et puis après, il y avait des restrictions de pratique, notamment à l'intérieur des gymnases, on ne pouvait pas pratiquer à l'intérieur des salles, etc. Donc, et voilà, on a été accompagnés comme tous les salariés, c'est-à-dire que j'ai conservé mon salaire. Donc ça, c'était quand même hyper confortable. Et voilà, il n'y a pas eu j'ai pas eu, comment dire,
ça m'a pas mis en danger, je veux dire financièrement, au niveau de la famille, etc. On a, comme n'importe quel salarié. Si j'avais été auto-entrepreneur, par exemple, eh ben, je pense que je me retrouvais, alors je sais pas exactement, je me suis pas intéressé à la question, je sais pas exactement quels dispositifs ont été mis en place pour les auto-entrepreneurs pendant la période du Covid, mais si j'avais été auto-entrepreneur, bah, je pense que je me retrouvais 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois sans revenu. Et c'était pas la même. Merci. Merci. Alix? Oui, bonjour. Donc moi, je fais partie de l'association Kaboubou qui fait de l'insertion par le sport. J'avais juste une question, du coup, par rapport est-ce que c'est un choix du nombre d'heures par semaine, par exemple, à travailler ou du nombre de structures dans lesquelles travailler? Enfin, est-ce qu'il y a ou pas spécialement? Alors, faut reconnaître que moi, c'est ce que j'explique aux stagiaires que j'ai en formation. On est quand même dans un métier où le temps partiel est plus ou moins contraint. D'accord? Faut pas, je veux dire, je connais pas beaucoup de structures, je connais pas beaucoup de salariés qui peuvent dire moi, je fais 30 heures ou 35 heures par semaine. En plus, 30 heures ou 35 heures même 25 heures de face à face pédagogique, c'est du boulot, c'est assez fatigant. Donc, moi, c'est un peu un choix. C'est un choix aussi, ça a été un choix ces dernières années comment dire, de garder des journées dans ma semaine, des journées complètes où je peux intervenir sur les formations, puisque j'interviens sur 2 formations différentes, un CQP et un BP. Et puis même en ce moment, enfin là, on a terminé, mais on a eu une période où on avait 2 BP en même temps. Donc j'étais très pris le mardi et le jeudi, donc je m'étais gardé mon mardi et mon jeudi pour, disons, intervenir sur les formations. Ce qui fait que mes heures de travail dans les structures associatives, c'était plutôt lundi, mercredi, vendredi. J'avais organisé ça comme ça. Donc c'était un peu un choix de ma part. Et puis j'ai un autre métier. Moi, je fais aussi du coaching aux particuliers. Donc le fait ça me permet de garder aussi des plages horaires où je peux proposer des heures de coaching à mes clients. Voilà. C'est-à-dire que dans le cadre d'un groupement d'employeurs, on peut dire, je veux pas travailler plus de 15 heures, par exemple, et si possible, bon, j'imagine que c'est aussi des discussions, mais si possible, pas le vendredi ou des choses comme ça? Bah, c'est-à-dire que, ouais, ce qui est vachement bien dans la formule, c'est que, moi, voilà, par exemple, Ludovic ou Dimitri me dit: «Tiens, il y a une assos qui cherche, un animateur pour faire 4 heures de badminton loisir, c'est tel jour, de telle heure à telle heure et c'est à tel endroit». Bon, je regarde, ça m'intéresse pas. Si ça m'intéresse, je lui dis: «Bah ouais, je suis candidat, je prends». Qu'on est plusieurs à être candidats, donc après c'est la structure qui va, venir nous rencontrer et puis faire le choix. Mais si ça rentre pas dans mon emploi du temps ou si pour une raison X ou Y, par exemple, il y a quelques années en arrière, mes enfants étaient plus jeunes, j'avais choisi de garder, mes mercredis, pour moi, pour m'occuper de mes enfants. Bon, bah, quand on me disait: «Il y a 1 heure à prendre, le mercredi après-midi» ou «Il y a 2 heures à prendre le mercredi après-midi dans telle structure», je disais: «Bah non, non, ça m'intéresse pas cette année», voilà, donc on se fait un peu son emploi du temps à la carte, en fait. Alors, sous réserve qu'on arrive à tout rentrer, à tout caler dans le planning, parce que vous doutez bien que toutes les structures veulent des gens qui soient disponibles aux mêmes heures, au même moment, c'est-à-dire le mercredi après-midi, le samedi, le soir plutôt à partir de 17h. Donc, quand on a la chance comme moi d'avoir des structures qui sont, par exemple, qui demandent le matin de 9h à 11h, bon bah voilà, on prend. Mais c'est pas la majorité. La majorité des structures, bah, ils fonctionnent quand les autres, quand les gens travaillent pas. Hein. Donc c'est pas évident de faire rentrer un emploi du temps complet dans ces plages horaires-là. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Peut-être amener deux précisions. Hein. Erwan parlait des heures de face-à-face pédagogique. Nous, dans l'esprit, on essaye de se valoriser aussi un maximum. Donc du coup, on a ce petit décalage là entre le nombre d'heures de terrain et le nombre d'heures finales qui sont bulletins de salaire. Puis du coup, là, le salarié a toute liberté pour s'organiser comme il veut pour préparer ses séances. Et puis aussi, peut-être une précision, il y a différents types de groupements d'employeurs. Hein. Il y a des groupements d'employeurs qui sont vraiment de très petite taille. Hein. J'en connais qui ont un seul salarié, qui sont souvent monodisciplinaires. Nous, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est un groupement d'employeurs qui regroupe plusieurs centaines de salariés.
plusieurs centaines d'adhérents. Et donc, ça nous amène aussi beaucoup de souplesse et de la sécurisation aussi de l'emploi. C'est-à-dire que si demain, par exemple, Erwan, il perd un, voire deux associations dans son échantillon d'intervention, bah, ce ne sera pas forcément un problème, parce qu'on aura des solutions de reclassement qui vont éviter de mettre en danger en fait son poste. Qui permettent aussi des évolutions de carrière et pour aller dans ce même esprit, etc. C'est aussi le boulot du groupement d'employeurs, et Dieu sait que le Ludo essaie là par Ludo de trouver aussi justement des contrats avec des structures qui peuvent proposer des choses le matin, qui peuvent se proposer, voilà, on travaille sur le sport santé depuis des années pour essayer de développer ça. Enfin, c'est notre boulot au quotidien, à travers nos chargés de développement, de trouver des heures complémentaires pour que justement, ce ne soit pas que des heures le soir à 17h et le mercredi après-midi. Alors, on ne va pas changer l'organisation générale du mouvement sportif, évidemment, c'est compliqué, il y a beaucoup d'heures, mais on essaie de travailler des structures pour pouvoir avoir une offre d'heures qui sont sur d'autres créneaux, et notamment, on travaille avec des EHPAD, on travaille sur du sport santé, on travaille avec des écoles, pour certains, les scolaires, etc., de façon à multiplier les créneaux et à permettre aux éducateurs d'avoir un temps d'emploi le plus élevé possible. Ouais, par contre, c'est vrai que pour relativiser, ça prend du temps. Erwan, quand il est arrivé, il n'a pas eu ce poste-là qui est en main tout de suite. Ça, forcément, on l'a accompagné, mais ça s'est construit au fur et à mesure, quoi. Ouais, il a fallu. Moi, il m'a fallu. Allez, je dirais 4 ou 5 ans avant d'avoir un emploi du temps qui me permette de dire voilà, j'en vis, quoi. Voilà, j'en vis. Les premières années, faut que je précise quand même que les premières années que j'ai travaillé sur le secteur de La Rochelle, je faisais donc je travaillais pour le groupement d'employeurs de septembre à juin, et puis juillet-août, je travaillais, je faisais l'animation sportive sur une station balnéaire à Châtelaillon, juste à côté là, où là j'étais 5 heures par semaine pendant 2 mois, full time, et puis un truc assez intense. Et donc du coup, ça s'équilibrait un peu, quoi. Les 2 mois d'été où je travaillais à bloc, avec une rémunération confortable, bon, bah, ça équilibrait un peu le fait que pendant l'année, j'avais un petit peu moins d'heures. Et puis, bah, à un moment donné, le volume horaire que j'ai fini par avoir au niveau de profession sport m'a permis de dire, bah non, j'ai arrêté parce que bon, j'en ai fait 15 ans, hein, 15 ans de sport sur la plage. J'avais fait un peu le tour de la question. Et puis j'ai dit, bah non, j'arrête. Puis mes enfants grandissaient, ils avaient besoin aussi qu'on parte en vacances ensemble. Donc voilà, c'était l'opportunité. Mais je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Le fait de pouvoir, d'avoir énormément de structures dans le groupement, ça permet aussi de côtoyer plein de publics différents, plein d'activités sportives différentes. Moi j'ai une licence d'éducation physique, donc je suis, on va dire, multisport, multi-activité. Donc j'ai fait plein d'activités physiques différentes. Je fais de la course loisir, je fais du badminton, mais j'ai fait du tennis de table, j'ai fait des sports co, j'ai fait du roller, voilà, j'ai fait plein de choses. Et j'ai côtoyé aussi plein de publics différents, des enfants, des adultes. Maintenant, je suis plus spécialisé sport santé et senior, mais j'ai aussi fait de la baby gym, j'ai aussi fait de l'acrosport. Voilà, j'ai fait tout un tas de trucs. Voilà, ça a élargi énormément mon expérience, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. On a encore une question, puis après je propose qu'on passe sur les GIEC pour avoir un peu plus d'éléments. Je pense que ça va intéresser aussi les auditeurs. Monsieur Baumvalpa. Ouais, ben, une question pour Erwan, en fait, il vient de répondre. Justement, tu interviens sur différents sports. Et donc, au départ, ma question, je voulais savoir comment tu as acquis toutes ces compétences, justement. Est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que tu as passé d'autres diplômes ou quoi? Alors, j'ai la chance, moi, d'avoir été formé en STAPS. Et comme j'étais dans les Côtes d'Armor quand j'étais plus jeune, pendant que j'étais étudiant en STAPS, je travaillais l'été à un dispositif qui s'appelle Cap Armor, qui est un dispositif qui propose des activités sportives aux gens qui sont en vacances. Voilà. Et donc, et là, dans le cadre de ce dispositif-là, j'ai été aussi initié à plein d'activités innovantes, c'est-à-dire innovantes à l'époque. Badminton, cerf-volant, boomerang, tir à l'arc, etc. Donc ça a complété un peu ma formation universitaire qui était quand même très très classique, hein,
À l'époque, quand même, c'était athlé, gym, sport co, natation, hein, donc on sortait pas beaucoup de ces trucs-là. Donc, mais voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir cette expérience-là, ce qui fait que quand je suis arrivé en Charente-Maritime, bah, on m'aurait dit tu fais du tir à l'arc, j'aurais su le faire. On m'a dit tu fais badminton, bah, je savais le faire. On m'a proposé plein de trucs au début, ça allait un peu dans tous les sens. Bon, bah, j'étais capable de répondre à peu près à tout. J'ai coaché en basket, j'ai coaché en tennis de table, voilà. Donc, mais toujours, moi, comme j'ai une licence d'éducation physique, donc en fait j'ai les prérogatives d'un BPAPT. Donc toujours dans un cadre dans un cadre de loisirs et de découverte. J'ai jamais suivi des gens en compétition sur ces activités-là. Voilà, moi je me borne aux loisirs, découvertes, sport santé. Voilà. Très bien, je te remercie. Alors, si vous voulez, un grand merci, Erwan, mais tu vas peut-être rester avec nous. On va reprendre le diapositif. Est-ce que... Hop, parle vite. Non, c'est ça. Voilà, donc le GEC, effectivement, c'est la partie. Alors nous, on a un peu, on a différents pôles, on va dire. On a le pôle emploi, du coup, qui est représenté par la mise à disposition organisée sous forme de groupement d'employeurs. Et puis on a le GEC, insertion de profession sport et loisirs. Donc un GEC, GEIQ, c'est-à-dire groupement d'employeurs d'insertion par la qualification. Donc on a exactement le même fonctionnement qu'avec un groupement d'employeurs. Hein. Vous voyez bien, on a un petit schéma après. La grosse différence, c'est que le groupement d'employeurs, il a plutôt vocation, le groupement d'employeurs classique, hein, il a plutôt vocation à aller sur de l'emploi pérenne, alors que le GEC, il va accueillir uniquement des personnes en contrat d'alternance. Donc, en fait, ils rentrent, ils se forment et ils sortent du GEC. La cible, je pourrais vous donner quelques détails après, mais on est sur les personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc, pour être considéré comme une personne éloignée de l'emploi, en fait, on a un décret en fait qui liste tous les critères pour pouvoir être dans cette catégorie de personnel, en fait, pour être bénéficiaire d'un GEC. Et puis la grosse force du GEC, ça va être d'assurer un accompagnement socio-professionnel renforcé par rapport à ce qu'un groupement d'employeurs classique va pouvoir proposer. Donc concrètement, pour être très très concret, ça nous donne les moyens d'avoir dans notre équipe un conseiller en insertion professionnelle qui va assurer ce suivi socio-professionnel-là, puisque forcément les besoins sont beaucoup plus importants que sur des catégories de personnel, comme vous le voyez avec Erwan. Ouais, Erwan est quand même très très autonome, alors que quand on embauche des alternants qui ont tout juste 18 ans, ou qu'on a des gens qui sont en rupture scolaire, enfin quels que soient les freins qu'ils peuvent avoir, hein, l'idée, ça va être qu'on les accompagne pour lever un maximum de freins. Ça peut être des problèmes de logement, ça peut être des problèmes d'addiction, de santé, etc. Ça peut être extrêmement important. Le GEC, aujourd'hui, il a sa place dans une logique de parcours. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ce petit schéma-là. Il y a quelques années, hein, quand Erwan il a commencé sa carrière professionnelle, soit on avait le niveau pour aller sur un parcours STAPS ou à l'époque sur les brevets d'État, maintenant les BPGEPS. Et si le jeune il n'avait pas le niveau pour pouvoir suivre cette formation, on lui disait voilà, les métiers du sport, c'est pas pour toi. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Et on a ces parcours qui peuvent être allongés et surtout individualisés et qui quand même maintenant donnent la possibilité d'accéder au métier, alors là plutôt d'éducateur sportif dans ce schéma-là, mais au plus grand nombre. Donc là, un exemple, hein, je ne sais pas si vous connaissez tous la préformation Sésame, mais voilà, c'est un dispositif du ministère Jeunesse et Sport qui permet de confirmer le projet professionnel, de commencer à valider des petites formations comme le BAFA ou des brevets fédéraux, ça peut être aussi le BNS, c'est ça. Et puis surtout, ça va être de bien préparer une entrée en formation qualifiante. Ça peut être couplé avec une mission de service civique pour vraiment être baigné dans l'environnement associatif et confirmer son projet professionnel. On peut aussi monter des préparations opérationnelles à l'emploi, hein, sous forme collective, là, donc une POEC, qui va aussi constituer une sorte de pré-formation. Et puis, on a aussi maintenant des formations qui sont dites plus intermédiaires. Donc là, on a l'exemple d'un CQP. On pourrait aussi citer le CPGEPS pour l'animation. Et donc ça, on va pouvoir porter
les emplois de ces bénéficiaires qui vont rentrer dans le GEC sous forme de contrat de professionnalisation, puisqu'un CQP, c'est pas éligible à un contrat d'apprentissage. Une personne voilà, qui valide un CQP animateur de loisirs sportifs, par exemple, et bien, du coup, on va pouvoir aussi l'emmener sur un BPGEPS, activité physique pour tous, hein, c'est un exemple, où là, du coup, on va pouvoir faire du contrat d'apprentissage et porter ce contrat-là par le GEC. Et l'idée, c'est bien d'aller ensuite sur du contrat de droit commun, donc du CDI. Et donc, dans l'idéal, on peut avoir des jeunes qui rentrent dans le GEC et qui basculent derrière son groupement d'employeurs classique. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas forcément d'allonger les parcours pour ceux qui n'ont pas besoin. Hein. Voilà, un jeune qui aura un caniveau directement pour rentrer en BPGEPS, on ne fait pas perdre de temps et rentre directement en BPGEPS. Voilà, c'est la slide suivante. Peut-être si on veut être concret, je suis président ou dirigeant d'un club ou entraîneur. J'ai un jeune qui aujourd'hui est un peu en rupture ou qui se cherche. Je le pousse vers le GIEC pour qu'il rentre en formation. Donc, bon, j'ai bien compris les différentes formations, mais moi qui suis club, finalement, qu'est-ce que ça va me coûter? C'est quoi les démarches? Enfin, tu vois, un truc un peu clé en main. Nous, dans notre organisation du GEC, on se contente pas en fait de juste d'accueillir des salariés. On a toute la partie accompagnement pré-contractuel qui est quand même une phase très importante. Donc on fait ce qu'on appelle un premier diagnostic ou un diagnostic de premier entretien. Et on a ce suivi-là qui peut durer parfois 6 mois avant que la personne elle signe un contrat de travail et qu'elle rentre officiellement dans le GEC. Donc, faut pas hésiter effectivement à nous orienter ces jeunes-là. Et du coup, de bien baliser les choses avec des étapes intermédiaires pour que le projet professionnel et le projet de formation soient bien confirmés avant l'entrée en formation qualifiante, plutôt que de se rendre compte au bout d'un ou 2 mois qu'en fait, c'est pas ce qui veut faire, une rupture de parcours dès le début. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va travailler sur le montage du poste. Hein. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'un BPGEPS activité physique pour tous, il y a 3 familles d'activités. Bah, le rôle aussi du GEC, ce qui va être intéressant, ça va être d'organiser, un peu comme Erwan, mais avec beaucoup moins de structure pour pas qu'il soit perdu non plus, mais une forme de mutualisation d'emploi pour qu'il puisse se encadrer au sein des structures. Voilà. Après, du coup, cette phase d'accompagnement précontractuel, nous, on va chercher des financements publics pour l'assurer. Donc, il n'y a pas de coût ni pour le jeune, enfin, ni pour le club sur lequel il pourrait basculer en alternance derrière. Et puis, une fois qu'on signe le contrat, voilà, alors je vais peut-être passer directement au schéma suivant. Ça sera peut-être plus clair. Voilà, mais le fonctionnement du GEC, bah, c'est pratiquement exactement le même que pour un groupement d'employeurs. Hein, donc, la même chose, donc on a un contrat de travail. Ce contrat de travail, c'est soit un contrat de professionnalisation, soit un contrat d'apprentissage. Alors, on a précisé que c'était un alternant, tout à l'heure c'est un salarié. Et puis, ce qui vient se rajouter, c'est sur la gauche du schéma, le GEC, il va signer une convention de formation avec un organisme de formation. Là, du coup, voilà, quand on parle de la convention de mise à disposition et de la facturation, ben, c'est la même chose. On va reprendre le coût de l'emploi, et le coût de l'emploi final, c'est-à-dire que si le GEC, en ce moment, il y a l'aide des 6 000 euros, par exemple, sur les contrats d'apprentissage, et ben, c'est le GEC qui va percevoir cette aide de l'État, mais qui va la déduire intégralement de sa facturation pour qu'au final, ce soit le club adhérent au GEC qui puisse bénéficier de cette aide. Voilà. Donc, on est sur le coût de l'emploi final. Et nous, c'est un exemple, hein, je pense qu'on est à peu près tous autour de ces tarifications-là. On va rajouter des frais de gestion qui sont comprises entre 50 centimes de l'heure et 1 euro de l'heure, ce qui permet d'avoir des coûts qui sont plutôt amortissables, on va dire, c'est pas le mot qui convient, mais qui pèsent pas, en tout cas, qui pèsent pas trop sur les charges de nos adhérents. D'autant plus quand l'emploi il est à temps partagé. Ça veut dire que aujourd'hui, ça revient à combien à un club? Ouais, les aides déduites, etc. C'est très variable parce que du coup, on distingue les coûts en fonction des catégories d'âge. Il y a 3 tranches, 18-20, 21-25 et 26-29. Et à chaque fois, on va passer du simple au double. Quoi. Donc, je sais pas, la première tranche, ça doit coûter 2 000 € à l'année, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas cher. Ouais, voilà, ça permet de donner quand même quelques tendances. J'identifie un jeune, je l'inscris dans un GEC, il devient alternant chez moi et donc il va pouvoir animer, commencer à faire un peu d'animation et voilà, ça me coûte
quelques centaines d'euros par mois. Donc c'est bien aussi d'avoir cette vision-là. Un webinaire spécial GEC à la rentrée, donc on pourra rentrer un peu plus dans le détail, mais c'est pour le coup une vraie... il faut connaître le dispositif qui n'est pas connu et il faut vraiment qu'on le fasse connaître parce que c'est une vraie opportunité pour tous ces jeunes qui sont dans les clubs. Ouais, puis au même titre que le groupement d'employeurs classique, ça permet aux dirigeants de se centrer vraiment sur pour faire vivre leur association et pas de s'embêter à faire de la paperasse administrative. Là, c'est un peu la même idée. Et par contre, l'idée, c'est vraiment qu'il soit centré sur l'accompagnement de l'alternant. Voilà, ce qui est central pour la réussite aussi du dispositif, c'est le rôle du maître d'apprentissage. Donc, effectivement, là, le GEC, il aura beau faire un boulot de qualité, si le maître d'apprentissage ne joue pas son rôle, on n'aura pas une situation de réussite à la fin. Est-ce que tu avais terminé? Ouais, juste 2 petits slides pour bien marquer peut-être, parce que là, du coup, on a autant Erwan a pu nous apporter son témoignage, autant là, on n'avait pas forcément le retour d'expérience d'un apprenti. Donc juste, voilà, pour que vous compreniez bien la plus-value pour le salarié. L'idée, c'est bien de pouvoir suivre une formation en étant rémunéré. Donc nous, on est plutôt des gros défenseurs de l'apprentissage, plutôt que parce qu'il y a aussi d'autres façons de se former, mais voilà, on peut être stagiaire de la formation professionnelle, mais on considère que c'est quand même beaucoup plus professionnalisant d'être un salarié à part entière. Une stabilisation de la situation professionnelle et personnelle, ça va être le statut de salarié. L'accompagnement social et professionnel qui renforce la réussite du parcours, j'en ai parlé, du rôle crucial du conseiller en insertion professionnelle. Et puis l'accès à la formation qualifiante, mais ça, vous l'avez tous compris. Voilà. Et puis pour finir, la dernière slide, c'est la plus-value pour les employeurs. Donc, permettre d'avoir un salarié formé sur les besoins spécifiques du poste à pourvoir. Et c'est d'autant plus important en ce moment. Moi, c'est la première fois que je connais une période là comme celle-ci où on a du mal à recruter quand même. Alors, un métier, si on m'avait dit il y a 10 ans que le métier du sport serait en tension, je suis sûr que je l'aurais cru. Donc là, effectivement, aller chercher des publics les plus éloignés de l'emploi, c'est aussi une façon d'être sûr de pouvoir recruter, parce que sinon, on risque d'être en carence, en tout cas sur certaines disciplines peu spécifiques. Ça permet de déléguer la gestion administrative, donc effectivement, on n'a pas trop à se poser la question du CERFA, est-ce qu'il est bien rédigé, le lien avec l'OPCO. Nous, on va apporter une rigueur administrative aussi, c'est-à-dire que d'autres types d'employeurs, ils vont se contenter de faire le CERFA. Nous, on va systématiquement imposer la rédaction d'une fiche de poste pour que les missions soient très claires. Et la répartition aussi des rôles entre la structure utilisatrice et puis l'apprenti. La mutualisation qui va permettre de mutualiser non seulement l'emploi, mais les coûts, forcément, il y a cet aspect financier qui est important. Et puis le suivi en tripartie de l'alternant. Quand on dit tripartie, c'est le GEC, l'apprenti, la structure utilisatrice, et puis même on pourrait dire quadripartie parfois, puisque l'organisme de formation parfois peut se mobiliser aussi sur les mêmes temps de bilan. Si on a tout le monde autour de la table, et l'alternant ne peut pas s'échapper. Voilà, je vais arrêter le partage. On est à peu près dans le timing. On est pas mal sur le timing. Je vois pas de main levée, je vois pas de questions dans le chat. Peut-être moi, je voulais peut-être revenir sur 2-3 sujets qui me semblent importants, notamment vis-à-vis du club. Les clubs sont confrontés, pour ceux qui sont déjà employeurs, à un sujet de pérennisation de leur emploi et donc pouvoir identifier sur leur territoire d'autres acteurs, d'autres clubs sportifs, d'autres entités sur lesquelles ils peuvent se mutualiser un emploi. Je pense que ça, c'est une vraie avancée pour fidéliser les collaborateurs sur du long terme. Donc ça, c'est à mon avis une bonne raison de pouvoir faire appel au groupement d'employeurs pour identifier les parties prenantes qui pourraient consolider et pérenniser des postes. Je vois quand même le sujet qui est un sujet central du lever de frein au premier ETP, notamment sur tous les sujets administratifs. Donc là, on a pour le coup une vraie réponse à vos questions. Et j'observe quand même que nous avons beaucoup de clubs qui nous disent oui, mais moi je peux pas recruter un premier emploi, notamment parce que j'ai des cours que le soir et le mercredi. Et donc ça aussi, c'est tout l'enjeu des clubs sportifs engagés, c'est de
de pouvoir vous acculturer sur d'autres formes de pratiques sportives qui soient un petit peu moins en soirée, un petit peu moins le mercredi, mais qui peuvent être de la remobilisation de public éloigné de l'emploi, qui peut être du travail en entreprise, qui peut être autour de la santé. Et donc voilà, ça c'est tout notre enjeu aussi, c'est de développer des programmes qui vont pouvoir avoir toute une palette pour pérenniser des postes sur des temps pleins toute la journée. Et là, pour le coup, on va aussi être en capacité de craquer finalement la première étape de l'employabilité des clubs sportifs, puisqu'à partir du moment où on a un volume d'action suffisant et un volume de rentrée financière suffisant, on pourra aussi passer l'écueil du premier ETP. Merci à tous. Je ne vois pas de questions, je ne vois pas de main levée. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation très complète. Peut-être, Héloïse, je te laisse la main pour nous partager notre prochain webinaire ou le prochaine date. Oui, merci à tous. Donc, le prochain webinaire, c'est jeudi prochain avec un webinaire sur la formation de coach d'insertion par le sport avec l'APELS. Et ensuite, on en a tous les jeudis jusqu'à la fin du mois de juin. Le 30 mai, ce sera sur les jeunes, remobiliser les jeunes grâce au sport. Le 6 juin, c'est les personnes éloignées de l'emploi grâce au sport. Le 13 juin, c'est l'insertion avec les clubs professionnels, avec les clubs pro. Et le 20, ce sera avec comment faire équipe avec le réseau Les entreprises s'engagent. Et on terminera avec un webinaire sur tous les dispositifs pour accueillir des jeunes en service civique, stage ou alternance. Voilà, que certains maîtrisent et d'autres un peu moins. Et entre-temps, je vous invite aussi à vous inscrire au webinaire de présentation de l'appel à projet qu'on a lancé donc avec la Fédération nationale des caisses d'épargne. Et donc, il y a des webinaires pour chaque région, parce que chaque appel à projet est porté par une caisse régionale. Donc, vous avez toutes les infos sur notre site internet que j'ai partagé en début du webinaire. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je vois qu'il y avait une main levée, non? Ah non, elle s'est baissée. Ah non, elle s'est relevée. Stéphanie, le mot de la fin. Oui, je voulais juste avoir les coordonnées pour pouvoir s'inscrire sur le dernier, c'est pour ça. Oui, alors si vous allez sur la page d'accueil de notre site internet, vous pouvez trouver les webinaires et les liens pour s'inscrire. Super. Et peut-être aussi, Nicolas, vous pouvez mettre vos coordonnées profession sport et loisirs dans le chat, comme ça va être enregistré et poussé. Si quelqu'un veut vous contacter, ça peut être utile, même si on renverra un mail à tous les participants, mais voilà. Moi, ça sera dans le chat. Oui. En tout cas, il y a tapé profession sport loisirs, vous allez tomber sur le site de la CD, et là, il y a aussi une carte interactive et vous pouvez retrouver toutes les associations du réseau et les contacter individuellement. Passez directement par la CD, on vous renverra les éléments. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller sur le sport recrute. Bonne idée aussi des offres d'emploi en cours. Ça peut aider à finaliser un profil de poste. Enfin. Merci à tous. Bon après-midi, bonne fin de journée, bonne fin de semaine.